tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin 28 décembre 2024. Comme vous en avez l'habitude, ce CQFR du samedi, c'est un peu le courrier des auditeurs, des lecteurs. Et même si mes camarades sont en congé, il y avait tellement de questions dans la boîte mail que je me suis dit que j'allais répondre à quelques-unes d'entre elles et ne pas les laisser finir l'année 2024 dans un placard. Je serai moi-même absent de mardi à dimanche, donc je me fais ce petit plaisir à vous lire et à vous répondre. Autant que possible en tout cas. Je démarre sans savoir où ça me mènera, mais en tout cas j'ai vu que vous aviez été encore très très nombreux à nous écrire et dans tous les cas je, je mets des petites étoiles sur les messages, sur les questions qu'on n'a pas pu poser d'une semaine à l'autre et n'hésitez pas quand même à en renvoyer sur cqfr.rivers@gmail.com s'il y a des questions qui vous tiennent vraiment vraiment à cœur et auxquelles vous voyez qu'on répond pas. Insistez, ça marche quand même généralement plutôt bien. Au bout d'un moment, on finit par les poser. On va commencer avec une question qui nous vient de Guadeloupe, question d'Axel, qui nous dit: je vous écoute tous les jours, moi je suis plutôt fan de foot et surtout d'Arsenal, mais j'ai découvert la NBA en étant fan de Scottie Pippen et le prime de Russell Westbrook m'a redonné goût à ce sport. Ma question, qui n'a pas rapport avec Scottie Pippen ou Russell Westbrook, mais qui est intéressante quand même, est-ce que les Philadelphia Sixers ne devraient pas transférer Joel Embiid afin de faire une équipe autour de Tyrese Maxey? Alors j'ai l'impression que cette question, elle s'est posée à un moment, elle s'est peut-être posée à un moment avec les problèmes physiques de Joel Embiid, la situation contractuelle, son possible mécontentement à un moment. Il avait mis une forme de coup de pression dans une interview il n'y a pas très longtemps. Sauf que depuis, il s'est passé des choses quand même. Il s'est passé la prolongation de contrat de Joel Embiid, qui rend son contrat encore plus difficile à trader à mon sens. Je vais vous rappeler tout de suite le contrat qu'il a signé, donc 3 ans de plus, 192 millions de dollars. Ce qui fait que sur ces 3 dernières saisons, je vais vous donner son salaire. Sur 2026-2027, 59 millions de dollars. Sur 2027-2028, 64 millions de dollars. Et s'il active sa player option en 2028-2029, 69 millions de dollars. Alors c'est Joel Embiid. Je sais que parfois vous pensez qu'on n'aime pas Joel Embiid, c'est absolument faux. Surtout avec ses premières années galères, j'ai adoré le voir déjouer un peu les pronostics très pessimistes sur la carrière qu'il pourrait mener. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir quelques griefs contre lui, quelques reproches à lui faire, mais c'est un joueur exceptionnel et extraordinaire. C'est un MVP il n'y a pas si longtemps. Par contre, je pense pas qu'aujourd'hui les Sixers veuillent le trader tant que lui-même ne le demandera pas. C'est-à-dire qu'ils ont clairement misé sur lui, ils lui font confiance avec ce contrat XXL. Ils ont envie un peu d'aller jusqu'au bout de l'idée. Le process avait un peu démarré avec Joel Embiid. Et ils vont aller jusqu'au bout, même si c'est plus les mêmes personnes qui sont en place. Est-ce qu'ils devraient le transférer? Honnêtement, là, vu la situation actuelle, je pense pas. Je sais qu'il est blessé, je sais que sa fiabilité est malheureusement incertaine sur le plan physique. Euh, est-ce que seulement en fait, est-ce qu'il y aurait une contrepartie satisfaisante? Est-ce que quelqu'un serait capable de proposer aux Sixers quelque chose qui soit satisfaisant? Parce que Joel Embiid, ce sont des problèmes physiques récurrents, c'est un historique de gagne qui est pas foufou quand même, c'est-à-dire qu'il a jamais joué de finale de conférence. Ça a beau être un joueur incroyablement fort et dominant individuellement, je sais pas s'il y a assez de garanties pour que quelqu'un se dise allez, on va prendre jusqu'en 2027, quand je dis 2027 mais 2028, jusqu'en 2028 minimum, avec le risque de la player option, à un salaire gigantesque, si on n'a pas la garantie que ça va nous apporter le titre, ou en tout cas nous rapprocher vraiment fort du titre. Et en talent pur, intrinsèque, Embiid évidemment qui te rapproche du titre, pour la plupart des équipes c'est une évidence. Mais voilà, gros contrat, assez longue durée, pépin physique fréquent. Moi je vois plus Embiid bouger. Ou alors il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression que Philadelphie a acté que ça se finirait avec lui, qu'ils iraient jusqu'au bout presque. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont essayé de faire venir Paul George aussi pour lui adjoindre une autre star. Ça n'empêchera peut-être pas la progression de Tyrese Maxey qui devient quand même un joueur très très solide et fort, en tout cas fiable. Offensivement, on l'a vu tirer les marrons du feu pour les Sixers à plusieurs reprises ces derniers temps. Et je pense que c'est tout à fait un joueur de calibre All-Star, il l'a déjà été, qui peut faire de Philadelphie une bonne équipe, mais je suis pas sûr que Philadelphie soit dans l'optique de construire une équipe autour de Maxey. Ça peut aller très vite en NBA, on sait que parfois, du jour au lendemain, des stars ont envie de bouger, des équipes ont envie de passer à autre chose.
Ça dépend parfois de la nomination de certains GM aussi, qui n'étaient pas à l'origine d'une décision contractuelle ou autre. Donc on peut pas dire jamais, mais je suis pas sûr qu'en tout cas que les Sixers aillent dans cette direction. Est-ce qu'ils doivent le faire? Je trouve toujours intéressant de redémarrer un projet quand tu as déjà un jeune joueur qui est capable de porter offensivement le poids d'une équipe, quitte à avoir quelques saisons difficiles. Et ça, je pense qu'ils l'ont en la personne de Tyrese Maxey, qui est en plus un très très gros travailleur. Par contre, voilà, est-ce qu'ils sont sûrs que Maxey sera la bonne personne pour faire ça? Est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de trader Joel Embiid? Qu'est-ce que tu récupères contre Joel Embiid? Est-ce qu'il y a une équipe qui va vouloir hypothéquer son avenir pour Joel Embiid? Encore une fois, sur le potentiel du joueur, sur le talent intrinsèque, oui. Sur tous les red flags qu'il y a autour, voilà, j'en suis moins convaincu. Question suivante qui nous vient de Chris. On n'arrête pas de nous parler de l'énorme potentiel du vivier français, de futurs loterie pick en NBA, etc. Mais est-ce qu'il y a selon vous un ou plusieurs joueurs français dont vous trouvez que l'on ne parle pas assez, mais dont le niveau ou le potentiel est vraiment élevé? Alors oui, il y a un vivier français exceptionnel avec dans toutes les catégories de jeunes, on voit qu'on est armé jusqu'aux dents, que dans les compétitions on va très très loin. Est-ce qu'il y a des joueurs dont on ne parle pas assez? Alors, moi je suis pas assez versé dans le détail du vivier de ce qu'on a, hein. Je regarde un peu les compétitions de jeunes aussi, mais comme ça spontanément je penserais plus à un joueur qui est pas, qui est encore jeune, mais qui est pas ultra jeune, mais à chaque fois je vous le dis dans les CQFR et j'en parle même dans les podcasts parfois, je trouve qu'il fait des matchs excellents à un niveau très très élevé quand même, qui est l'Euroleague, que quand il a été en NBA, il a été bon, voire très bon, mais dans des équipes qui l'obligeaient à faire ça dans un relatif anonymat. C'était des projets, surtout la deuxième équipe, quand vous saurez de qui il s'agit, mais surtout la deuxième équipe, c'était un projet jeune où presque personne suivait les matchs et où il n'y avait pas trop d'enjeux. Moi, c'est Jalen Horde que je trouve vraiment excellent. Avec le Maccabi Tel Aviv, il fait des performances. Je sais que on vous donne les résultats d'Euroleague, on essaie de temps en temps de vous glisser des mots sur les tendances, sur ce qui s'y passe, mais il faut se rendre compte qu'il joue dans une des meilleures équipes d'Europe, que c'est le meilleur joueur de l'équipe, en tout cas c'est le joueur le plus régulier, prolifique au scoring, et il est tout simplement excellent, et je pense que pour l'équipe de France, ça me semble être un joueur incontournable, qui est polyvalent, hein, qui peut jouer, c'est un forward, hein, mais qui peut très bien jouer intérieur dans du small ball. Il est capable de shooter, c'est un joueur qui, il faut pas l'oublier, a fait des matchs à 20 points, un match à plus de 20 points et 20 rebonds en NBA. Donc c'était à Oklahoma City, hein, dans la situation que je vous évoquais. Il n'avait pas réussi ou pas pu s'accrocher à un autre roster en NBA, mais moi je pense qu'il a réellement le niveau NBA de très largement, et qu'au niveau Euroleague, c'est un des meilleurs joueurs de l'Euroleague cette année. Je regarde ses stats au moment où je vous parle. Contre des équipes comme l'Olympiakos, c'est toujours 20 points, Olympia Milan 20 points, 18 points contre l'Alba Berlin, 25 points contre le Bayern Munich. Il refait 23 points contre Žalgiris il y a quelques jours. Donc c'est des grosses équipes, et il est performant dans une équipe qui est aussi une institution dans le basket européen. Ça fait 2 saisons maintenant qu'il est en Israël, hein. Il était à l'Hapoel Tel Aviv la saison dernière, et en championnat il est aussi très fort. Donc alors je sais que c'est une expérience forte, hein, de jouer dans un club d'Euroleague et dans une institution comme le Maccabi, mais j'avoue que ça fait partie des joueurs que j'ai envie de voir ou de revoir en NBA, et en équipe de France évidemment. Il était dans la liste élargie, il n'avait pas été retenu, il n'avait pas passé le cut pour les Jeux Olympiques, mais pour moi c'est incontournable, un joueur comme ça qui a l'expérience Euroleague, une expérience NBA. C'est un joueur intelligent. Voilà. Je fais à nouveau ma propagande pour Jalen Horde, mais je pense qu'il le mérite, et j'espère qu'on le verra en équipe de France. Et si c'est son souhait, en NBA avec un rôle sérieux, parce que je pense pas qu'il y ait tant de joueurs que ça en NBA qui soient moins bons que lui, à mon avis. Il y en a même un paquet dont il pourrait largement prendre la place aujourd'hui. Et après, pour les autres, je veux dire, on en parle quand même pas mal, hein, du vivier dans le basket français. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vraiment sous-coté ou dont on parle pas assez. Il y en a certainement, mais peut-être que je suis pas assez versé là-dedans pour vous donner les noms, hein. Dans toutes les catégories de jeunes, il y a plein de joueurs qui arrivent là. Pendant un temps, je vous aurais cité Sylvain Francisco. Pareil, j'avais fait ma propagande pour Sylvain Francisco. Ça fait 10 ans, hein, quasiment. Je l'avais vu au fameux tournoi organisé par Damien Lillard à l'époque à Paris, et je l'avais trouvé incroyable. Et j'avais essayé de le suivre un peu bon gré mal gré à distance quand il était encore en Floride, puis après quand il était revenu en France.
Il a quand même beaucoup bourlingué avant de devenir un joueur international français qui dispute une Coupe du Monde, et aujourd'hui lui aussi dans un très très bon club, là aussi une institution en Euroleague, le Žalgiris. Et parfois je me dis aussi qu'on se rend pas compte du niveau qu'il a atteint et des accomplissements qu'il fait, un peu dans la veine de Jalen Horde. Je sais pas si on verra Sylvain Francisco qui nous avait dit dans le dernier MOOC, dans le MOOC Small, dont il est le rédacteur en chef exceptionnel, qui rêvait toujours d'avoir sa chance en NBA. C'est peut-être un peu plus difficile parce que son gabarit, même s'il joue plus haut que sa taille, ça peut dissuader des franchises NBA, mais je pense que, enfin, le voir là à ce niveau-là en Euroleague, dans une équipe aussi forte que le Žalgiris, c'est déjà un accomplissement incroyable quand on connaît son parcours. Et si vous ne connaissez pas son parcours, vous pouvez retrouver ça dans l'interview qu'il nous a accordé dans le MOOC Small, dans lequel, je répète, il est rédacteur en chef exceptionnel. Donc voilà, comme ça, n'hésitez pas à dire si vous considérez qu'il y a des joueurs français dont on parle pas assez. Euh, il y a toujours les vétérans, entre guillemets. Maintenant, c'est des vétérans, des joueurs expérimentés. Parce que nous, en tout cas, en particulier, on parle pas forcément beaucoup en détail des championnats européens. Mais voilà, oui, les Vincent Poirier et compagnie, ça fait quand même du très très bon travail en Europe depuis longtemps. Et peut-être que eux, on n'en parle pas assez par rapport à ce qu'ils font en Europe. Mais n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires les joueurs français que vous aimeriez voir plus souvent traités, abordés, dont vous aimeriez qu'on parle plus des performances. Question suivante, elle nous vient encore de Guadeloupe. Question d'Olivier qui nous dit: j'ai la chance d'habiter en Guadeloupe et de pouvoir suivre les matchs de NBA en prime time, ce qui me pousse de plus en plus à délaisser l'OM et le foot avec ces matchs peu attractifs en plein après-midi. Je pense que oui, c'est peut-être un peu dirigé pour moi, que ce soit l'après-midi ou la nuit, j'ai quand même du mal à délaisser totalement l'OM. C'est plus fort que moi. Olivier nous dit: je vous remercie pour vos émissions que j'écoute quotidiennement et qui m'ont remis dans le droit chemin. J'avais un peu quitté l'actualité de la NBA à la retraite de Jordan et suis revenu petit à petit avec l'avènement des Warriors. Et justement, sa question concerne les Warriors. Justement, n'assiste-t-on pas cette année, à l'instar de ce qui se passe pour LeBron et KD, au réel début de déclin de Stephen Curry? En effet, son adresse est fluctuante, il a de plus en plus de difficultés à mettre son emprise sur le match dès le début, et pire encore, il ne marque pratiquement plus sur pénétration, ce qui le rend plus facile à défendre. Qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'il y a un déclin de Stephen Curry? J'ai eu du mal, je le vois pas réellement décliner physiquement, j'ai pas cette impression-là. C'est un joueur qui, à mon sens, a atteint sa plénitude physique assez tard dans sa carrière. Il a quand même beaucoup progressé physiquement, athlétiquement sur le tard. C'était un joueur très fluet, avec des articulations qui lui ont posé problème aussi. Donc un joueur un peu fragile dans ce sens-là, au sens athlétique, et qui s'est étoffé et qui fait un énorme travail physique à chaque intersaison pour justement résister un peu mieux au contact. C'est devenu un défenseur très 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 honnête. Et pour tenir le choc en NBA, j'ai pas l'impression qu'il y a ce déclin-là. J'ai l'impression que les Warriors ont des difficultés, mais qu'elles sont pas toutes liées à Curry. Way, il a peut-être un peu plus de mal à pénétrer, à driver avec autant d'efficacité et d'adresse incroyable. Il y a aussi des matchs où... il y a peut-être plus de matchs où il fait des performances offensives un peu anecdotiques. Récemment, il y a eu des matchs à 2 points, 4 points, mais il a peut-être plus de mal à surnager totalement, mais il a encore quand même des matchs où il est excellent, où il marque beaucoup, où à 3 points ça rentre, où il est playmaker. Je sais pas s'il est sur un vrai énorme déclin tout court, finalement. Son prime est... Je crois que c'est Antoine qui disait que le prime de Curry était sans doute pas terminé, et qu'avec la bonne équipe, entouré de la bonne équipe, il pouvait encore faire ce dont il a été capable lorsqu'ils ont été champions en 2022, en 2024. Donc ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il a peut-être plus besoin de soutien qu'à une époque, et c'est pour ça qu'un trade des recrues du côté des Warriors serait peut-être pas inutile pour l'épauler et lui éviter de porter la charge de l'équipe tout au long de la saison sur le plan offensif. Normalement, il y a des joueurs qui sont arrivés pour ça. Buddy Hield, notamment, en sortie de banc, est censé apporter des points. Il n'y a plus que Klay Thompson. Donc non, moi je vais te répondre ça, Olivier, que je ne crois pas qu'il soit sur un déclin spectaculaire, en tout cas brutal. Comme Kevin Durant d'ailleurs. Certes, ils sont peut-être pas aussi forts et dominants qu'à une époque, mais c'est aussi logique par rapport à leur âge. LeBron, ça reste un peu une anomalie, parce que tu citais LeBron pour la comparaison. Il y a un déclin physique qui est certain, mais il a réussi à le compenser et à le contourner en étant moins impliqué en défense, par exemple. Du coup, ça lui permet de garder de l'énergie et de la force pour
pour continuer de dunker, de continuer de driver, d'être puissant près du cercle. Donc même s'il y a déclin, je pense que comme pour LeBron et KD, il sera bien géré. Il est bien géré ou il sera bien géré. Donc voilà, je pense que les Warriors peuvent encore faire quelque chose avec Curry comme joueur majeur. Par contre, il faut peut-être qu'il soit mieux entouré. Ça, c'est une autre question. Question de Nomis, qui nous dit: tout le monde l'attend, il arrive bientôt, il est silencieux mais redoutablement efficace. On le voit rarement, mais quand il est là, il distribue des paquets généreusement, laissant sa marque à chaque passage. Toujours prêt à surprendre, il règne avec une précision implacable. Il s'agit bien sûr de Kawhi Leonard. Son retour annoncé me pose une question. Que va devenir ce génie de Harden 2024 qui nous disait l'an dernier: je suis le système. On avait tous bien rigolé, mais il faut bien reconnaître que quand le jeu tourne exclusivement autour de lui, il est vraiment très efficace. Bref, le retour de Kawhi va-t-il permettre à Harden et aux Clippers de garder cette belle dynamique? Alors, il faut déjà que le retour de Kawhi se confirme. Il est bien parti. Normalement, il devrait revenir dans pas trop longtemps, mais on est quand même obligé de prudence garder avec Kawhi. On sait que sur le plan physique, sur le plan des blessures, c'est très compliqué. Il y a aussi l'avis du staff médical des Clippers, l'avis du staff médical personnel de Kawhi Leonard. Donc je me méfie toujours, j'attends de le voir concrètement sur le terrain et enchaîner les matchs avant de reprendre confiance et espoir pour lui. Mais c'est intéressant le retour, les questions qui vont se poser au retour de Kawhi avec la manière dont fonctionnent les Clippers. C'est intéressant. Je trouve que c'est une équipe assez remarquable cette année, notamment parce que James Harden, tu l'as dit dans ta question, alors je ne sais pas si le jeu tourne exclusivement autour de lui, mais il est très très central dans le jeu. C'est la première option normalement, même si c'est pas lui le meilleur marqueur des Clippers cette année. Si je dis pas de bêtises, ça doit être Norman Powell, mais en tout cas c'est la plaque tournante. Et c'était pas nécessairement la plaque tournante sur ses derniers passages, notamment à Philadelphie, où même s'il avait quand même pas mal le ballon, l'attention était un peu ailleurs. Je le trouve extrêmement intéressant cette année, bien que plus maladroit que d'autres saisons. Donc ça va poser des questions. À 3, Harden, Paul George et Kawhi, ça fonctionnait. Bon, avec les blessures, on n'a pas tellement su sur la durée si ça pouvait vraiment fonctionner, mais en tout cas, à eux deux, je pense qu'ils ont les armes, l'expérience et le talent pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il faudra un temps d'adaptation, comme il y a eu besoin d'un temps d'adaptation la saison dernière quand Harden est arrivé? Je vous rappelle que les Clippers avaient mis beaucoup de temps, enfin une bonne dizaine de matchs avant de trouver la formule qui fonctionne. Ça peut peut-être dérégler l'équipe pendant un temps, mais sur un scénario optimiste, on peut se dire que Tyronn Lue va réussir à réintégrer Kawhi et à faire en sorte qu'Harden reste très influent et très performant parce qu'il fait très bien jouer les joueurs autour de lui. Ça, moi aussi, j'ai été un peu sceptique, un peu critique autour de James Harden. Mais sa relation sur le pick and roll avec Zubac, elle est super. Ouais, dans ce rôle de playmaker qui est moins constamment à aller sur la ligne. Bon, je dis ça sur les derniers matchs, un ou deux que j'ai regardé, il a passé, enfin il était une dizaine ou une douzaine de fois sur la ligne dans le match, donc c'est qu'il est encore capable d'être agressif et de faire son beurre sur la ligne. Je trouve quand même que sa saison elle est vraiment remarquable. Je regarde ses stats en direct parce que je les ai pas en tête, mais il est à 22 points, ce qu'il n'avait plus fait depuis 3 ans. 22 points, 8 passes, 6.5 au niveau des rebonds. L'adresse, c'est la plus mauvaise de sa carrière, je pense, 38%. Ouais, voilà. Il n'avait jamais été en dessous des 40, mais il remonte. Il est quasiment à 39 et il est sur une bonne dynamique. 34,5% à 3 points, c'est un peu faiblard aussi par rapport à ce qu'il avait fait sur les dernières saisons où il était à 38. Je pense que les Clippers vont s'habituer. C'est en ça que la présence de Ty Lue est précieuse, c'est que c'est un coach qui est fort dans l'adaptation, qui est fort pour trouver des solutions. Alors si au moment des playoffs, tu lui retires ses meilleurs joueurs, t'as Kawhi qui est pas là, ou Paul George qui était blessé, ou que sais-je, ou d'autres problèmes, il va pas faire de miracle. Par contre, il a déjà montré, que ce soit avec Cleveland ou avec les Clippers, qu'il peut être inventif, ingénieux et trouver des solutions pour que ça fonctionne. Donc, par contre, je sais pas à quel niveau va revenir Kawhi, mais je pense qu'Harden est capable de garder ce niveau très très intéressant en tant que plaque tournante, à défaut d'être, à proprement parler, le joueur numéro 1, la première option offensive pleinement. Si Kawhi est là, c'est peut-être Kawhi qui va prendre un peu de recul et jouer dans un rôle différent aussi. On peut se demander si c'est pas lui qui va s'adapter. En tout cas, ouais, je suis curieux de voir ça. Je souhaite
pour les Clippers et pour leurs fans que Kawhi revienne aussi, parce qu'on a envie de voir l'équipe à pleine puissance, même si elle a perdu Paul George durant l'intersaison. Donc on va guetter ça, effectivement, le retour à l'entraînement normalement est pour bientôt. Question de Massil qui nous dit: j'ai une question pas très originale à vous poser. Ces dernières semaines particulièrement, on assiste à un véritable takeover de Victor Wembanyama qui s'affirme comme étant déjà l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue. Il semble grandir à toute vitesse et dispose aujourd'hui d'une panoplie offensive ultra complète, en plus d'être peut-être déjà le meilleur défenseur du monde. Avec un Victor qui progresse aussi vite, qui sera à mon goût un des très gros favoris au titre de MVP en 2026 et peut-être déjà top 5 en 2025, les Spurs n'auraient-ils pas grand intérêt à mettre un coup d'accélérateur dans leur projet ? N'est-ce pas le moment, à l'issue de cette saison, d'apporter une vraie co-star à Victor afin de permettre à cette équipe de jouer le top de sa conférence et donner de l'expérience au très haut niveau à ce groupe ? Ça permettrait aux Spurs de profiter de la jeunesse du roster et du fait que les joueurs les plus importants soient encore sous contrat rookie, donc de la place dans le cap. Castle, Victor, Sohan pour ne citer que. Avez-vous des idées de joueurs à cibler ? On entend beaucoup parler de De'Aaron Fox en ce moment. Personnellement, je suis très fan du profil créateur, shooter, on et off-ball de Darius Garland que je vois bien fit avec ses Spurs. Merci d'avance. Message pour Théo, donne du repos à Shai avant qu'il se transforme en Luigi Mangione. Ça ne risque pas. Merci de soucier de ça, Massil, mais je serai en repos et en congé dans quelques jours, donc il n'y aura pas de transformation en tueur de rue, ne t'inquiète pas. Pour la question de Victor Wembanyama, en fait, je pense que la question ne se pose même pas, c'est-à-dire que vu le niveau qu'il affiche là, vu la saison que sont en train de réaliser les Spurs, à l'heure où on parle, ils sont, je vais vous le dire en allant sur leur page, mais ils sont quand même très proches du play-in. Hein. C'est-à-dire que c'était le scénario optimiste qu'on pouvait avoir pour eux, c'est-à-dire qu'ils soient toujours à la lutte pour le play-in. Ils sont 11e, collés aux Warriors qui sont 10e, et ils sont pas très très loin, ils sont qu'à 2 victoires des Clippers dont on vient de parler. Donc même s'ils ont perdu les 2 derniers matchs, encore une fois au moment où j'enregistre cette vidéo, la question ne va pas se poser, ça s'impose. C'est-à-dire que dans une optique de progression, ils vont chercher, tout en s'appuyant sans doute encore sur le noyau dur qui est là, autour de Victor, à faire progresser l'équipe pour en faire une équipe, après avoir été une équipe qui tank, une équipe qui développe ses joueurs, à une équipe qui joue le play-in, comme ce sera peut-être le cas cette année, ce sera après une équipe qui doit jouer les playoffs et s'y qualifier quasiment automatiquement. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ils vont devoir trouver le moyen de ramener des joueurs de l'extérieur qui sont capables de s'aligner sur la timeline de Victor pour être ambitieux rapidement. Peut-être qu'ils considèrent qu'ils les ont déjà, hein, tu l'as dit dans ton message, tu as parlé de Castle qui sera peut-être le rookie de l'année dans quelques mois, c'est possible. Jérémy Sohan aussi, qui a des progrès à faire, mais qui est aussi un joueur plein de talent. Harrison Barnes, il n'est pas vieux Harrison Barnes, hein, il a beaucoup d'expérience, mais je ne sais pas si par exemple, s'il fera encore partie des plans quand ils auront vraiment activé le mode plus ambitieux. Chris Paul, normalement, on est sur l'une de ses dernières saisons, donc il y a un moment, il faudra des joueurs dans leur prime ou pas loin, dans un sens ou dans l'autre, avec un niveau de calibre All-Star ou All-NBA, peut-être pour l'aider, même si je suis convaincu que, pas tout seul, mais tout seul ou presque, en étant là aussi la plaque tournante et le point central de l'équipe, il va à un moment atteindre un tel niveau de domination individuelle que l'équipe, par sa simple présence, comme on le voit avec Jokic, avec Doncic par exemple, l'équipe sera forte et ambitieuse par sa simple présence. Là, il est encore en train d'apprendre les rouages du métier quand même, de manière très rapide, de manière spectaculaire. Les matchs à 10 contre, les matchs à 30 points, 40 points, les matchs avec 6 paniers à 3 points, il établit des marques statistiques, des standards qui lui sont propres, un peu comme le faisait Will Chamberlain à l'époque, sauf que lui c'est avec des 3 points et des contres. Il est déjà sur la route d'un niveau très très élevé, donc oui, je pense qu'à un moment, que ce soit à la fin de la saison ou un peu après, ils vont chercher le ou les joueurs qui sont capables de les rendre, de faire d'eux des contenders ou pas très loin, à court ou moyen terme. C'est quasiment obligatoire. Donc moi j'aime bien dans les noms que tu as cités. De'Aaron Fox, je suis toujours un peu partagé sur ce joueur. J'ai eu des phases où je croyais beaucoup en lui et d'autres où je suis plus sceptique. En tout cas, en tant que première ou deuxième option, je n'arrive pas à savoir vraiment jusqu'où il peut aller. Hein. C'est un joueur très spectaculaire, ultra rapide, capable de faire des choses énormes. Mais je préfère, peut-être paradoxalement, et c'est peut-être pas l'opinion la plus populaire, mais je préfère Darius Garland, tu vois. Je suis assez content qu'il soit aussi bon cette année.
parce que il semblait être un peu mécontent après la saison dernière. Il a peut-être du mal à trouver sa place. Il y avait le projet qui tournait autour de Mitchell, de Mobley. Il est excellent cette année. Darius Garland, il fait une très 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 belle saison à droite, euh, prolifique à la passe, bon au scoring. Et je suis assez d'accord en fait. Moi, c'est le genre de joueur que j'aimerais bien voir avec Victor. Et après, on peut imaginer tous les joueurs dans cette catégorie d'âge-là, entre 25 et 29, qui soient pas des superstars, mais des joueurs de calibre All-Star, qui peuvent très bien se joindre, enfin, faire partie du projet. Après, il faut trouver de quoi contenter l'équipe, l'autre équipe avec laquelle ils voudront négocier. Mais c'est vrai qu'on se concentrait beaucoup sur un meneur quand on faisait des hypothèses il y a quelques temps, notamment avant que Chris Paul arrive et prenne de facto le poste de meneur titulaire. Moi, je voyais bien un meneur très 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 altruiste, type Tyrese Haliburton, ça me plaisait bien, mais je vois pas bien comment enfin comment les Spurs pourraient faire venir Tyrese Haliburton. Ça reste quand même le- la figure de proue de leur projet, donc je pense pas que ce soit un joueur facile à faire venir. Mais voilà, dans cette catégorie d'âge-là, avec ce profil-là, quelqu'un avec lequel il se marcherait pas sur les pieds, évidemment. Donc peut-être pas un autre intérieur de grande taille qui a besoin du ballon. Donc j'ai pas d'exemple en tête, mais ouais, peut-être un meneur, enfin un arrière qui apporte du scoring, de la passe pour permettre aux Spurs de passer un cap. La fin de la saison prochaine, enfin la fin de cette saison, et donc du coup l'intersaison prochaine, ça me paraît être une assez bonne échéance pour tenter d'accélérer. On va voir déjà où ils vont finir en fin de saison, mais s'ils disputent le play-in, l'objectif sera rempli et ils pourront passer à l'objectif suivant qui est de se qualifier sans trop stresser pour les playoffs ou en étant tout là-haut pour le play-in, c'est-à-dire on va dire entre les places 4 et, ouais, 4 et 7, 8, on va dire. Je pense que ça doit être l'objectif pour les Spurs avec ce qu'ils sont en train de montrer depuis le début de saison, qui est, je leur dis, très intéressant et qui va dans le bon sens. Alors on a plusieurs questions de Martin qui commence par nous demander: que pensez-vous de Josh Green? Je l'ai vu jouer avec Charlotte et pour moi, il devrait être dans une équipe plus forte. Mais, écoute Martin, pour celle-là, il était dans une équipe plus forte, Josh Green, avec Dallas. Il y a eu l'opportunité de faire un trade pour récupérer des atouts pour les Mavs, donc il est parti. Aujourd'hui, il est à Charlotte. Charlotte, c'est une équipe qui est entre deux eaux, mais ça l'empêche pas de continuer son éclosion, je pense. Je le trouve très bon aussi. On en parlait pas mal l'année dernière pendant le beau parcours de Dallas. Il a l'ADN de jeu australien avec l'intensité, la défense, tout ça. Et moi aussi, je pense qu'il peut être dans la rotation d'une équipe qui est supérieure à Charlotte. Mais c'est aussi les aléas d'une carrière quand on est un role player, évidemment, pas vraiment quand on est la star de l'équipe. Parfois, on change de franchise tous les ans ou tous les 2 ans jusqu'à ce qu'on devienne indispensable dans l'une d'entre elles et si possible quand elle est compétitive et performante et qu'elle joue pas juste le Charlotte joue quoi, le play-in, le ventre mou, enfin c'est difficile à dire, mais et Josh Green il a que 24 ans, donc je pense que son heure viendra. Ce sera peut-être pas à Charlotte, ce sera peut-être à Charlotte s'il a aussi une accélération du projet, si s'ils font des trades intéressants, s'ils draftent bien, si l'équipe progresse à nouveau, peut-être que Josh Green sera dans la bonne timeline, mais moi je le vois effectivement plutôt dans une équipe très ambitieuse à un moment en tant que role player, bon défenseur, capable de shooter. C'est un joueur intéressant dont on parle pas beaucoup, parce que on parle finalement pas beaucoup des Hornets à l'exception des deux Français qui y sont, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Et puis il y a Lamelo, Brandon Miller, Miles Bridges. C'est vrai que c'est pas le joueur dont on parle le plus, mais c'est un joueur intéressant. Martin nous demande ensuite, d'après vous, qui sera le deuxième All-Star derrière Donovan Mitchell pour Cleveland? Cleveland est en tête de la ligue, donc il peut très bien y avoir plus que deux All-Stars. C'est une possibilité, on l'a déjà vu avec des équipes. On a déjà vu Atlanta avec 4 All-Stars en 2015. Hein. On rappelle souvent cette équipe très axée sur le collectif, où il y avait Jeff Teague, Kyle Korver, Al Horford, Paul Millsap. Enfin, il n'y avait que Demar Carroll qui n'était pas All-Star dans le 5 de départ. Donc, est-ce qu'il peut y avoir que deux All-Stars? Il peut y avoir plus que deux All-Stars. Si on considère que Mitchell est quasiment assuré d'avoir une place chez les arrières à l'Est, on peut se dire qu'avec ce que j'ai dit sur Darius Garland, qui fait à mon sens une très très bonne saison, euh, Garland pour moi c'est quasiment un lock aussi. Hein. J'ai pas fouillé plus que ça pour la concurrence à l'Est, mais, mais je pense qu'il va y aller. Et après derrière,
Evan Mobley, il a 18 points, plus de 18 points et 9 rebonds. Il shoot à 41% à 3 points. Il a une défense élite qui fait qu'on parle de lui comme un possible défenseur de l'année. Je pense qu'il va y aller aussi, en fait. Enfin, ça m'étonnerait pas que les votants plus les coachs décident que Cleveland mérite plus que deux joueurs. Donc là, c'est un format un peu particulier, mais il y a quand même que 12 All-Stars par conférence, si je dis pas de bêtises. Il y aura trois équipes de 8, mais à mon sens, Cleveland peut très bien avoir trois joueurs. J'irai pas jusqu'à 4 parce qu'on n'est pas non plus sur. Bon, Jarrett Allen a déjà été All-Star et il pourrait très bien l'être à nouveau à l'avenir, mais je pense pas qu'il le sera cette année. Mais plus que deux All-Stars, ça me paraît tout à fait possible. Et ensuite, qui sont vos 12 All-Stars de chaque conférence? Alors, je vais pas aller jusqu'à te donner mes 12 All-Stars de chaque conférence. Par contre, je peux te donner les 5 de départ pour lesquels j'ai voté ce matin. Donc, j'ai essayé d'être à peu près, de pas trop faire parler non plus le cœur, entre guillemets, et d'être froid et raisonnable. Mais à l'ouest, j'ai voté pour, en tant que forward, donc il fallait prendre 3 forwards, Nikola Jokic, Anthony Davis et Victor Wembanyama. Et en tant qu'arrière, Shai Gilgeous-Alexander et alors Luka Doncic, mais qui est blessé. Et du coup, si Doncic peut pas faire le All-Star Game, je pense que je voterai quand même pour un joueur des Mavs et que je mettrai Kyrie Irving, qui fait lui aussi une très très bonne saison. Là aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais les fois où Luka n'est pas là, et même quand il est là, je le trouve assez fiable, et je vais essayer de confirmer ça avec les stats que je vais vous lire dès maintenant. À son sujet, Kyrie cette saison, il est à 24 points, 5 passes, 4.6 au niveau des rebonds, c'est pas le plus important, mais au niveau de l'adresse, il est à 49.1 en global et 44,4% à 3 points. Donc Kyrie Irving fait une excellente saison individuelle avec les Mavs, et les Mavs sont totalement dans la course à la qualification directe et avec l'avantage du terrain pour les playoffs. Donc je pense que je mettrai aujourd'hui, vu que il me semble peu probable que Luka fasse l'All-Star Game, je pense que je mettrai Kyrie Irving. Pardon. Ce qui nous emmène ensuite à l'Est, où j'ai pour les forwards voté pour Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum et Karl Anthony Towns, qui fait quand même une grosse saison avec les Knicks, qui fait des stats fortes et qui s'est bien intégré du côté des Knicks. Et chez les arrières, j'ai mis donc Donovan Mitchell, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Cleveland, et surprise ou non, retour pour moi de Trae Young en tant qu'arrière titulaire à l'Est. Je trouve qu'il fait une bonne saison avec Atlanta, qu'en tout cas il a la bonne approche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre les 10 000 points en NBA derrière LeBron James. Et Trae Young n'a que 26 ans, si je dis pas de bêtises. Et aussi le plus jeune à atteindre les 4000 passes décisives. Pas le plus jeune, le plus rapide. Donc sur le nombre de matchs à atteindre les 4000 passes, le premier c'était Oscar Robertson. Donc voilà, quand on est deuxième d'un classement de précocité derrière LeBron dans un cas, derrière Oscar Robertson de l'autre, c'est que c'est plutôt pas mal. Trae Young qui a joué 436 matchs en carrière et qui donc, après son départ un peu canon avec les finales de conférence assez rapidement dans sa carrière, est un peu retombé la faute à plein de choses, hein, la faute à des relations un peu compliquées avec la direction des Hawks, peut-être aussi à une forme d'individualisme un peu trop poussé à un moment. Mine de rien, son début de carrière, voilà, il a atteint et dépassé la barre des 10 000 points et des 4000 passes en carrière. Là, cette saison, il est quand même pas mal. Il tourne à, que je vous dise pas de bêtises, parce que j'avais vu ses stats en carrière, il est aussi très bien, il est sur des moyennes très élevées. C'est le troisième passeur le plus prolifique à la moyenne par match dans l'histoire de la NBA. Il est quasiment à 10 passes, 9.7. Et c'est aussi le 13e scoreur le plus prolifique en moyenne dans l'histoire de la NBA avec 25.3 par match. Voilà. Et cette saison, pour être un peu complet, histoire de ne pas vous dire de bêtises non plus, Trae Young cette saison, pour justifier aussi mon vote pour lui en tant que All-Star titulaire, 22 points, 12 passes de moyenne. L'adresse, il se rapproche des 40% au global, donc c'est un peu mieux. Par contre, il est toujours en dessous des 33% à 3 points. Pour le reste, je trouve qu'il a la bonne approche pour impliquer tout le monde, pour que Jalen Johnson fasse sa place, pour que DeAndre Hunter marque beaucoup en sortie de banc, pour que Zachary Rizaché aussi trouve ses marques en NBA. J'aime bien l'approche qu'a Trae Young cette année, et les Hawks finalement sont pas très loin du top 5. Donc
Donc voilà pour mon vote pour Trae Young en tant que titulaire. Donc je vais pas te donner les 12 parce que je les connais pas encore. J'ai pas encore fouillé pour les remplaçants de chaque côté, mon cher Martin. Voilà. Question de Piccolo HFR. Je me désole de voir le talent de Jokic gâché par des coéquipiers pas à la hauteur de son talent. Il manque clairement une arme offensive aux Nuggets. Les rumeurs parlent de Zach LaVine. Mais pour vous, quelle serait la recrue idéale pour améliorer cette équipe des Nuggets? Euh, Encore merci pour vos podcasts quotidiens. C'est une question qui revient souvent. Hein. C'est une question qui revient souvent du côté des Nuggets. Et je sais que Jokic n'a jamais joué avec un All-Star en activité. Jamal Murray, les saisons où il pouvait être All-Star, il a été blessé. Mais par contre, je ne sais pas si c'est là aussi la bonne approche de se dire ah là là, l'équipe est trop faible. Ils peuvent pas y arriver. Jokic peut pas y arriver parce que son équipe est trop faible. Jokic a été champion NBA avec cette équipe. Il y a des joueurs qui sont partis, hein, des joueurs importants, Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown, qui était lors de la saison du titre un joueur important aussi, mais la base de ce qui doit faire la force de cette équipe, c'est-à-dire, donc Jokic évidemment, mais Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., ils sont toujours là. Ils sont toujours là et les jeunes autour sont pas mauvais. Enfin, Christian Brown était là lors de la saison du titre et c'est devenu un très bon joueur. Euh, Normalement, il y a de quoi faire. Donc je sais pas si c'est bien de se dire il faut forcément changer complètement l'équipe ou en tout cas faire un trade majeur. Cette équipe a déjà gagné comme ça, donc il faut la renforcer, mais peut-être plus avec plus qu'un joueur All-Star, il faut viser quelque chose de l'ordre de ce qu'ils avaient fait à l'époque avec Aaron Gordon, à mon avis. Alors sur quel poste, c'est la bonne question, mais typiquement un Cam Johnson dont on parle un petit peu en ce moment parce qu'il fait des belles perfs avec les Nets, c'est peut-être ça qu'il faut, un mec qui apporte une ou deux armes spécifiques pour soulager un peu les autres. Et donc lui, c'est le tir extérieur, le scoring. Il y a de la taille aussi. Peut-être que cet apport-là peut changer un peu la donne pour eux, peut leur apporter un coup de fouet. Parce que c'est ce qui leur manque aussi, à mon avis. Donc moi, je pense pas qu'il faille tenter absolument de faire venir une autre star ou superstar à côté de Jokic, qui fonctionne très bien en tant que facilitateur aussi pour les joueurs qu'il a autour de lui. Jamal Murray, on a beau c'est vrai qu'il est un peu irrégulier, c'est vrai qu'il est surtout fort en playoff, mais quand il est bon, on est d'accord que c'est un joueur de calibre All-Star. Pour moi, il n'a pas été All-Star, mais c'est un joueur de calibre All-Star normalement. Michael Porter aussi, normalement, il était censé, ça y est, il avait trouvé un peu la clé de la réussite sur la saison du titre. Il défendait mieux, il, il était adroit. Enfin, pour moi, ils ont quand même les bases pour rester très compétitifs. Donc, s'il doit y avoir un changement, c'est ouais, quelque chose de l'ajustement, de l'ordre de l'ajustement, comme ils avaient fait avec Aaron Gordon, qui avait été une super recrue, et c'est un joueur qui est lui non plus pas très éloigné du niveau de All-Star, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais Zach LaVine, est-ce que Zach LaVine ce serait bien? Ça apporterait plus de scoring, mais moi je trouve qu'il y a aussi des difficultés défensives chez ces Nuggets, donc est-ce qu'un joueur qui est pas un très très bon défenseur, c'est un euphémisme, apporterait vraiment beaucoup LaVine, je sais pas. Cam Johnson, un joueur comme ça comme on fait les Mavs avec PJ Washington par exemple, c'était intéressant comme recrue aussi. Je pense que c'est plus quelque chose de cet ordre-là dont ils ont besoin. Voilà, pour répondre à ta question. Question de Flying Flow. Ayant commencé à suivre la NBA en 1994, je suis nostalgique des années glorieuses des Rockets sous la houlette du grand Hakeem Olajuwon. Houston semble bien parti cette saison pour faire les playoffs avec l'avantage du terrain au premier tour. Les croyez-vous en effet capables de terminer dans le top 4 de leur conférence et de passer un voire deux tours de playoffs? Ensuite, pensez-vous qu'un trade pour faire venir Jimmy Butler soit la condition sine qua non pour maximiser les chances de réussite en post-season? Ou voyez-vous au contraire ce move comme une potentielle erreur qui pourrait enrayer la dynamique positive des jeunes fusées texanes? Eh bien Flo, j'ai beau avoir dit récemment que je ne savais pas combien de temps ça allait durer pour Houston, forcément avec les équipes qui sont un peu au-delà des attentes. Même si moi, mes attentes, si vous vous rappelez bien, si vous nous avez écoutés pendant l'intersaison, Houston et Memphis deuxième et troisième, c'est à peine plus haut que ce que j'espérais pour ces deux équipes-là. Je leur avais vu une possible quatrième place, en tout cas une place dans le top 6. Donc c'est plus que ce que j'espérais pour eux. Mais c'est pas non, je suis pas non plus, je tombe pas des nues. Donc je me demande combien de temps ça peut durer. Surtout par rapport à des équipes qui ont mis du temps à lancer leur saison, comme Denver, comme Dallas,
comme Phoenix, un peu comme Minnesota aussi, qui sont pas très loin et qui, enfin pas très loin. Quand je commence à regarder, mais Phoenix est quand même à 6 victoires de moins, 6 victoires de moins que Houston. Donc il y a déjà quand même un bel écart. Donc tout simplement pour répondre à la question, même si je me demande quand même parfois si vont tenir la distance, les Rockets, ils ont totalement les armes pour finir deuxième ou troisième de la conférence sans aucun souci. C'est une équipe qui est hyper fiable et solide, à l'image de son coach qui, je trouve, fait encore du très très bon travail. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne finissent pas dans ce range-là, dans le top 6, dans le top 4 avec l'avantage du terrain, qui est important quand même. Donc oui, moi je crois totalement dans les capacités de cette équipe en saison régulière. En playoff, ils seront pas drôles à affronter, à mon avis, mais ils ont peut-être pas encore ce qu'il faut, déjà l'expérience collective pour passer plusieurs tours, je pense. Quant à la question sur Jimmy Butler, je suis partagé. Je suis partagé parce que autant le voir arriver dans une équipe où il y a déjà des joueurs très très expérimentés en place, comme c'était le cas par exemple pour les Warriors ou pour les Mavs, qui était l'autre rumeur à son sujet, je le vois facilement s'intégrer, prendre un peu de recul, être deuxième, troisième option. Dans une équipe où il n'y a que des joueurs plus jeunes que lui, c'était un peu le cas à Minnesota par exemple, hein. Je sais pas si c'est là où il sera le plus rayonnant en fait. Parce qu'il aura, à mon avis, il aura encore besoin de prendre pas mal de responsabilités en attaque. Bon, je dis ça peut-être que là, avec la façon dont ça fonctionne, avec Şengün, avec Jalen Green, peut-être que ça se passera très bien. En plus, ce sera un retour à la maison. C'est une équipe qui est pas si loin du compte, donc je suis un peu dans l'incertitude. Ça dépendrait finalement de la contrepartie. S'ils peuvent faire venir Jimmy Butler contre une contrepartie faible, enfin, ou en tout cas pas énorme, ouais, peut-être qu'il faut le faire quand même. C'est un mec qui a l'expérience qui a quand même joué 2 finales NBA en un laps de temps assez court, qui est un joueur dur, un mec qui sait défendre. Certes, qui a des soucis physiques ces dernières années, mais tout dépend de la contrepartie. Si par contre tu me dis il faut hypothéquer une partie de l'avenir de la franchise, lâcher tous les jeunes joueurs, tous les meilleurs jeunes ou presque de ce groupe, non, ça, je pense que c'est peut-être pas la marche à suivre. Mais ouais, je crois vraiment en cette équipe, en tout cas si c'est pas pour cette année, mais pour après, pour qu'elle s'installe parmi les toutes meilleures. Tant que ce coach reste là, tant que Şengün est là notamment, parce que lui aussi a une marge de progression encore qui peut lui permettre d'atteindre un niveau assez exceptionnel. Et après autour on a du Fred VanVleet qui a de l'expérience, Dylan Brooks qui a de l'expérience, Jalen Green, Jabari Smith, on n'a même pas parlé d'Amen Thompson, Cam Whitmore. C'est un effectif franchement sympathique, hein, et c'est une équipe, on les avait mis assez haut avec Antoine dans notre classement de la matabilité. C'est une belle équipe et ouais, moi je les vois être très bons en saison régulière, et après, je me pose plus de questions pour les playoffs parce que c'est pas la même mayonnaise évidemment. Et Flo qui nous propose, je l'ai vu dans les mails, ça fait plusieurs semaines qu'il nous avait proposé ça. Si vous deviez compiler des highlights de joueurs NBA en musique façon NBA Jam Session, quel joueur et quel morceau ou instru choisiriez-vous? Le but étant que les titres choisis collent dans le rythme et ou le texte avec le style de jeu et la personnalité des joueurs sélectionnés. Et donc Flo nous avait proposé pas mal d'exemples pour que vous voyez un peu de là où il voulait en venir. Mixtape pour un joueur, Big Poppa de Notorious B.I.G. Zion Williamson, In the Club de 50 Cent pour James Harden, All Eyes on Me de Tupac pour Kobe Bryant, Smooth Criminal de Michael Jackson pour Tracy McGrady, Free Bird de Lynyrd Skynyrd pour Manu Ginobili, Mixtape Combo, California Love pour Shaq et Kobe, Post Ton Gun d'NTM pour Ja Morant et Gilbert Arenas, The Real Slim Shady d'Eminem pour Jordan et tous ses supposés héritiers, Jordan, Kobe, Harold Miner, Kendall Gill, Grant Hill, Penny Hardaway, Jerry Stackhouse, Vince Carter et Anthony Edwards, I Got Five on It de Luniz pour Rashid Wallace, Clifford Robinson, Steven Jackson et Joachim Noah, et des mixtapes d'équipe, avec Bittersweet Symphony de The Verve pour les Sacramento Kings 2001-2002, et Gangsta's Paradise de Coolio pour les Jail Blazers entre 2000 et 2003. Alors tous tes choix sont top. Moi je fais pas de mixtape, de compile, j'en ai regardé un paquet, hein, mais j'en fais pas personnellement, donc c'est pas simple à imaginer. Mais je pense que j'aimerais voir une mixtape, peut-être, si on reste dans le registre du hip-hop, peut-être, un Shai Gilgeous-Alexander avec So Fresh and So Clean de Outkast.
Je pense que ça le ferait bien, parce qu'en plus c'est le mec le mieux sapé de la NBA d'après tous les classements divers et variés des magazines de mode et des spécialistes dont je ne fais pas partie. Donc so fresh, so clean, il y a un côté pur et esthétique dans le jeu de SGA qui, à mon avis, me font dire que ça pourrait être pas mal. Voilà. Si quelqu'un veut s'y essayer, il n'y a pas de problème. Et après, pour un mec super fort qui n'a pas encore gagné le titre, peut-être, genre un Luka ou un Damian Lillard, un petit Pursuit of Happiness de Kid Cudi, ça, voilà, pour le titre, je pense que c'est pas mal. Tu vois, n'importe quel joueur qui n'a pas encore gagné le titre, mais qui est super fort, qui a du style, je pense que ça irait bien si on reste dans le registre du hip-hop. Et si on change un peu de registre, après, moi je trouve il y a des morceaux de métal un peu mélodiques qui iraient bien avec des compiles NBA, mais j'en ai pas vu beaucoup avec des mixtapes. Le côté musique un peu lourde et puissante, tu vois, sur des mecs qui font des dunks, je pense que c'est pas mal. Des dunks ou autre chose, évidemment, hein. Tu vois, genre un Anthony Edwards sur Newborn de Muse, qui est l'une de mes chansons préférées all time. Ça, je pense que ce serait bien puissant, tu vois, bien planant, un peu comme ces dunks. Voilà pour mes suggestions. Si vous en avez d'autres, c'est pour répondre à la requête de Flying Flow. N'hésitez pas dans les commentaires aussi. Toutes vos suggestions sont les bienvenues. Question de Kofi. Euh, Avez-vous jeté un œil à la diffusion de la NFL sur Netflix lors du Christmas Day? Si ce n'est pas le cas, il semble évident que la NFL, selon les analystes, cherche à rivaliser commercialement avec la NBA pendant les grandes périodes de diffusion et des fêtes américaines. On remarque d'ailleurs que les audiences de la NBA aux États-Unis ont baissé cette année par rapport aux précédentes. Pensez-vous que cela justifie la volonté d'Adam Silver de développer la NBA en Europe et en Afrique? Alors, j'ai pas regardé la NFL sur Netflix pendant le Christmas Day. J'ai juste vu que LeBron avait dit j'adore la NFL, mais Noël c'est pour nous. Et ça lui a donné raison parce que, alors j'ai pas les audiences de la NFL à Noël, en tout cas en dehors des États-Unis où j'imagine que ça a forcément marché. Il y a toujours des matchs, il y a toujours des trucs à cette période, lors des périodes des fêtes, ça fonctionne très bien. Mais il y a eu des audiences super aux États-Unis pour les matchs de Noël en NBA, Kofi. Je vais te les retrouver, j'en avais parlé rapidement hier dans le CQFR, mais il y a eu de très très bonnes audiences. C'est-à-dire que le match Warriors-Lakers, ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas eu une aussi bonne audience sur un match. Ils ont atteint des pics très très intéressants et même les autres ont été globalement plutôt regardés. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est une meilleure mise en valeur du produit ou si c'est les affiches, si c'était le fait de voir Wembanyama à un horaire accessible, en tout cas pour nous en Europe. Mais ça a bien fonctionné. Ils espèrent être sur une pente ascendante. En tout cas, c'est le message qui passe autour de la NBA et des diffuseurs. Est-ce que ça justifie, est-ce que la baisse, bon, les baisses d'audience, elles sont réelles, même si on peut aussi se demander si c'est pas les modes de consommation qui sont différents entre les utilisations des applis et forcément les streams un peu sauvages ou les VPN et tout ça. Est-ce que les chiffres sont pas un peu biaisés par ça? En tout cas, la volonté d'Adam Silver de développer la NBA en Europe et en Afrique, il y a peut-être de ça, peut-être un nouveau public qui permet de gonfler aussi les audiences, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une demande et parce que l'internationalisation pardon, de la NBA, la globalisation, comme ils disent, elle est effective déjà depuis pas mal d'années et ils essayent de creuser là où ils peuvent creuser, en fait, tout simplement. C'est des viviers incroyables. L'Europe, on a vu, on va encore voir au Paris Games, la salle va être pleine, il y a de l'engouement, il y a des joueurs européens de partout maintenant en NBA. L'Afrique, n'en parlons même pas, il y a un potentiel incroyable de joueurs, de public. Enfin, là aussi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et la NBA en est consciente. Le but, c'est évidemment, il y a des intérêts financiers derrière, parce que plus il y a de consommateurs, plus il y a d'argent qui est généré, mais aussi parce que voilà, la NBA a vocation à être un sport plus global et international que l'est la NFL que t'évoquais par exemple. Après, sur la scène locale aux États-Unis, c'est quasiment impossible de détrôner au niveau des audiences la NFL. C'est un monstre, quoi. C'est un monstre, c'est tellement traditionnel pour les Américains que même si là ils essayent peut-être de prendre un peu de terrain sur la NBA à Noël, il y a très peu de périodes enfin, quand c'est la saison NFL, la NFL cartonne et domine absolument tout sur son passage, ça changera pas, mais ça n'empêche pas la NBA de continuer à essayer
de se développer à l'international. Et je pense que ça me semble être la marche à suivre. On espère voir un match en Afrique, dans d'autres endroits en Europe. Bon, de manière très égoïste, on va espérer qu'il y en ait toujours un à Paris tous les ans. Mais, euh, mais en Afrique, ce serait génial. Enfin, faut se rendre compte du nombre de joueurs avec des origines africaines, des joueurs qui viennent même d'Afrique directement maintenant en NBA. C'est essentiel, en fait. C'est absolument essentiel. Question de Maël. Euh, Après le choix de Bilal Koulibaly l'année passée et des choix de draft d'Alex Sarr et Keyshawn George, entre parenthèses, vive la Suisse, il y a beaucoup de joueurs qui parlent français aux Washington Wizards. Dans l'optique de drafter l'année prochaine Nolan Traoré, je me mets à rêver d'un French Gang, sachant que je crois beaucoup dans tous ces joueurs. Qu'en pensez-vous? Et il nous dit qu'il croit beaucoup dans le prospect suisse, donc Keyshawn George, dont on a parlé, il me semble, dans le dernier CQFR du samedi, avec Théo, qui a été meneur toute sa carrière, mais qui a une grosse croissance vers ses 18 ans, et maintenant peut jouer ailier. Est-ce qu'il peut y avoir un French Gang encore plus important? Si on essaye d'être pragmatique, les Wizards, pour l'instant, ont de bonnes chances d'avoir le first pick. En tout cas, ils sont dans les trois équipes avec le pire bilan, donc avec les meilleures chances de décrocher le first pick, ou en tout cas l'un des trois premiers picks. Le first pick, je pense pas qu'ils prendraient Nolan Traoré avec. Cooper Flagg me semble être une évidence. Avec le deuxième, on sait qu'il y a des prospects américains qui sont aussi de plus en plus suivis. Les Dylan Harper notamment. On sait qu'il y a le Bahaméen VJ Edgecombe qui est très bon. Ace Bailey également. Donc il y a du monde. Nolan Traoré, je pense qu'il va rester top 5 dans tous les cas. Avec peut-être, en fonction de l'équipe qui le choisira, ça peut aller entre la deuxième et la cinquième place, mais je pense qu'il y restera. Et donc les Wizards, oui, tu peux croire dans le projet d'un French Gang. Ils n'ont pas un meneur indéboulonnable. Ça, voilà, c'est déjà quand même un atout. Il n'y a pas un type, un vétéran super fort à déloger pour Nolan s'il arrive à Washington. Après, est-ce que les Wizards voudront compléter leur collection de joueurs français avec Alex Sarr et Bilal et francophones si on étend ça à Keyshawn George? Ça, je sais pas. On ne sait pas quelle direction ils vont prendre. Par contre, à mon avis, oui, s'ils ont la possibilité de drafter Cooper Flagg et peut-être même un Ace Bailey ou un Dylan Harper, je sais pas s'ils préféreront pas ça à un prospect français aussi doué soit-il. C'est plus mon interrogation. Mais en tout cas, pour la prochaine draft, les Wizards sont très bien placés. Donc là, tu peux rêver du French Gang, tu peux aussi rêver de Cooper Flagg qui arriverait et qui changerait complètement, à mon avis, la dynamique de l'équipe et de la franchise. Ce serait, de toute façon, je pense que n'importe quelle équipe qui va pouvoir avoir Cooper Flagg va progresser assez rapidement, à mon avis. Quand même, avec ce qu'on voit en NCS, qu'on a vu avant, je pense qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même de quoi faire avec ce garçon-là. Sur ce, on va se laisser là. Merci énormément pour vos questions encore. J'ai pas pu tout sélectionner, tout lire. J'en garde encore de côté, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à relancer, à renvoyer à cqfr.reverse@gmail.com. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Par contre, je vais pas vous faire de promesses. Je ne sais pas s'il y aura quand même un CQFR du week-end. Dans tous les cas, la semaine de la rentrée, c'est sûr et certain. Continuez quand même d'envoyer vos questions et vos mails. On les garde de côté dans tous les cas. Et on se retrouve lundi matin pour un CQFR traditionnel sur tout ce qui se sera passé ce week-end. Merci à vous. À très bientôt.